Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va encore une fois parler de la Coupe d'Afrique des Nations et on va évoquer la sélection de Côte d'Ivoire, les éléphants qui se sont qualifiés hier soir face au Sénégal à la surprise générale. Et la Côte d'Ivoire est passée d'une sélection que tout le monde voyait éliminée au fond du trou après l'humiliation subie face à la Guinée équatoriale à un favori qui a réellement pris un ascendant psychologique et sportif sur les concurrents encore en lice. Donc on va revenir sur la CAN de cette équipe de Côte d'Ivoire, une CAN très instable. C'est vrai que les Ivoiriens sont passés par toutes les émotions. On va revenir donc sur la CAN du pays organisateur que beaucoup de monde annonçait favori au début de la compétition. On va aussi revenir sur leur passif en CAN et sur cette sélection qui regorge de talent. Est-ce que cette sélection pourra aller au bout de la compétition? Ils sont bien partis puisqu'ils ont fait tomber le tenant du titre et qu'ils s'avancent maintenant avec un tableau plutôt favorable à domicile, avec une ferveur populaire qui est évidemment revenue et qui est maintenant à fond derrière eux. Comme quoi dans le football tout va vite. On va aussi revenir sur l'ambroglio autour d'Hervé Renard, autour du licenciement de Jean-Louis Gasset, autour de l'intérimaire maintenant, qui sera peut-être le prochain sélectionneur à faire gagner une Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire. Donc on va revenir un peu sur ça, mais on va commencer par évoquer la CAN de la Côte d'Ivoire, cette CAN 2023 qui a été plutôt laborieuse jusqu'au match d'hier face au Sénégal, une équipe de Côte d'Ivoire qui est passée miraculeusement puisqu'elle a dû compter sur cette victoire du Maroc face à la Zambie pour pouvoir se qualifier dans les meilleurs troisièmes. Donc c'est vrai que cette équipe de Côte d'Ivoire, elle a été très critiquée en phase de poule. Il y a eu ce premier match face à la Guinée-Bissau. Alors ça a été un match que la Côte d'Ivoire a gagné 2-0, mais on ne peut pas dire que les éléphants l'aient remporté spécialement avec brio. Ils ont fait le boulot face à une équipe de Guinée-Bissau très faible. C'était un peu le match d'ouverture de base entre un grand favori et une équipe qui vient jouer sa chance en tant qu'outsider. Mais c'est que la Côte d'Ivoire avait gagné 2-0, mais quand on voit la physionomie du match, je pense que les éléphants auraient pu gagner plus largement. Et d'ailleurs, ça aurait été important dans la différence de but pour pouvoir se qualifier en tant que meilleur troisième. Je pense que si la Côte d'Ivoire s'était plus lâchée face à la Guinée-Bissau, ils auraient été moins inquiétés au moment de passer en tant que meilleur troisième. Ils n'auraient peut-être pas dû compter sur le Maroc finalement s'ils avaient réussi à marquer plus de buts face à la Guinée-Bissau. J'avais l'impression qu'ils jouaient un peu avec le frein à main face à cette équipe de Guinée-Bissau. Ça avait été un peu compliqué. Ils avaient même failli concéder un but. Il y avait eu quelques boulettes défensives, etc. On sentait des sautes de concentration et on sentait surtout une ferveur populaire qui paralysait un peu les joueurs. Alors il y avait des choses prometteuses. Il y avait ce fameux milieu de terrain avec Sangaré, Kessie et Seko Fofana qui était prometteur, mais qui était plutôt critiqué parce qu'on en entendait encore plus. Il y a évidemment ce réservoir offensif propre à la Côte d'Ivoire avec des joueurs de qualité offensivement, des joueurs de transition, des numéros 9 aussi de qualité, et puis une défense plutôt solide avec des beaux noms. On a quand même du Ndika, on a quand même du Kosunu, on a quand même du Serge Aurier, donc il y a de la qualité à toutes les lignes chez cette équipe de Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai souligné, c'est que c'est plus surprenant que la Côte d'Ivoire ait perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale que la Côte d'Ivoire qui sorte le Sénégal en huitième de finale. Je pense que ce qui a surpris tout le monde, c'est vraiment que la Côte d'Ivoire s'incline en étant humiliée comme ça 4-0 à domicile face à la Guinée équatoriale. Le fait que la Côte d'Ivoire sorte le Sénégal, ça a choqué tout le monde parce que quand on voit le visage affiché par la Côte d'Ivoire en poule, évidemment que c'est choquant et surprenant, surtout quand on voit le visage qu'a affiché le Sénégal en phase de poule où ils ont été à fond et où ils ont pris 9 points. Mais en vrai, quand on voit le 11 type de la Côte d'Ivoire, ce qui est surprenant, c'est que cette équipe se fasse humilier 4-0 à domicile, pas qu'ils sortent le Sénégal. Donc c'est vrai que quand on voit le premier match face à la Guinée-Bissau, on est évidemment satisfait en tant qu'Ivoirien parce que tu as fait le boulot sur le match d'ouverture, mais on est en droit quand même d'en demander plus parce que tu dois toujours marquer des buts si tu veux continuer à être présent dans la compétition, parce qu'on sait que chaque défaite peut t'éliminer avec ce fameux système à 3 qui passe et que le meilleur troisième, c'est vrai que chaque but devient important. La différence de but aussi est très très importante, spécialement dans ce genre de format de compétition. Donc c'est vrai que ce premier match face à la Guinée-Bissau, tu as fait le boulot, tu as gagné 2-0, c'était le match d'ouverture de base face à une équipe qui jouait en bloc bas, mais je pense que tu aurais pu marquer plus de buts. Sur le deuxième match face au Nigeria, c'était un peu le choc de la poule pour savoir qui allait finir premier, parce que c'était les deux équipes qui ont dégagé vraiment dans cette phase de groupe. Et c'est vrai que cette équipe de Côte d'Ivoire a plutôt déçu parce que je trouvais que par rapport au potentiel offensif qu'ils avaient dans leur rang, j'aurais aimé que cette équipe de Côte d'Ivoire soit un peu plus ambitieuse dans le jeu. J'aurais aimé quand même qu'elle marque un but à cette équipe du Nigeria dont on avait souligné les nombreuses failles défensive. Donc c'est vrai que si vous voulez, cette équipe de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, ça a été compliqué offensivement. J'aurais aimé que la Côte d'Ivoire accentue plus sur cette défense du Nigeria qu'on disait fragile, et puis finalement tu t'inclines à 0 sur ce penalty. Et c'est vrai que ça en a surpris plus d'un que la Côte d'Ivoire s'incline, mais ça ne m'a pas personnellement choqué parce que ça arrive de perdre des matchs de poule, surtout si ton adversaire est meilleur que toi ou qu'il a le même niveau que toi. J'ai envie de te dire, Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est quand même un match, voilà, un gros match de la CAN. On s'attendait à ce que ce soit serré. Le fait que la Côte d'Ivoire le perde, bon, c'est pas vraiment choquant.
choquant, mais c'est vrai que dans ce qu'ils ont affiché, notamment offensivement, on aurait aimé que les Ivoiriens nous montrent de meilleures choses et qu'ils soient beaucoup plus ambitieux, surtout que le peuple était derrière eux. Et c'est vrai que la ferveur populaire, on en a énormément parlé. Je pense que cette ferveur populaire, elle peut t'encourager, comme face au Sénégal, où tu sors le Sénégal parce qu'il y a la ferveur populaire, il y a un public qui s'est remobilisé autour de toi, mais elle peut aussi te paralyser parce que quand tu commences à perdre 1-0 contre le Nigeria, quand tu commences à perdre 1-0 contre la Guinée équatoriale, et bien forcément tu es paralysé par cette pression. Et on sait que les Ivoiriens sont très passionnés, qu'ils adorent mettre la pression à leurs joueurs, mais c'est vrai qu'on peut louer aussi la patience dont a fait preuve ce public ivoirien, parce qu'après le 4-0 contre la Guinée équatoriale, je connais beaucoup de peuples qui auraient boycotté la suite de la compétition, parce que beaucoup auraient vu un manque d'intérêt à continuer à suivre cette équipe qui vient de perdre 4-0 à domicile, en affichant un très mauvais état d'esprit. Et finalement, sur le huitième de finale, tous les Ivoiriens se seront mobilisés autour de leur sélection, et ça évidemment c'est louable. Mais c'est vrai que sur la défaite du Nigeria, oui, t'es décevant offensivement, oui, on s'attendait à mieux, mais le fait que la Côte d'Ivoire perde face au Nigeria, ça n'est pas choquant, surtout que tu étais déjà quasiment qualifié après ta victoire initiale face à la Guinée-Bissau. Mais ce qui a vraiment dérangé, c'est ce fameux troisième match qui est rentré dans l'histoire comme le Brésil-Allemagne ivoirien. C'est vrai que tu prends 4-0 face à une équipe de Guinée équatoriale qui, certes, est très en forme, certes, a fini par finir premier de la poule en faisant match nul face au Nigeria, pardon, mais tu t'inclines quand même 4-0, ce qui est assez historique. Je pense que c'est la pire humiliation qu'ait vécue la Côte d'Ivoire en CAN, 4-0 à domicile, dans un match où pourtant tu domines, dans un match où un joueur comme Oumar Diakité, par exemple, a été très remuant, tu t'es procuré beaucoup d'occasions et au final, tu as pris beaucoup de contres, tu as eu beaucoup d'erreurs d'inattention. Il y a aussi Jean-Louis Gasset qui a été en cause au niveau de son état d'esprit. On voit tous sa mine, la tête qu'il a sur le premier but de la Guinée équatoriale. On a clairement vu un coach qui ne savait pas quoi faire, qui n'était peut-être pas prêt à subir de tels revers et à faire face à ce genre de situation. Donc c'est vrai que la défaite face à la Guinée équatoriale, c'est ça qui dérange, c'est cette humiliation, c'est cet état d'esprit défaillant, c'est un coach dépassé et c'est le fait de se faire humilier face à une équipe vraisemblablement plus faible que toi, 4-0 devant ton public. C'est évidemment une humiliation. Et après ça, évidemment, on voit aussi cette ferveur populaire, ces gens qui sont évidemment très mécontents. On a vu des scènes aux abords du stade où les Ivoiriens se faisaient interviewer, où ils étaient très critiques envers leur sélection. Et ça, on peut le comprendre, parce que se faire humilier comme ça 4-0 face à une équipe plus faible que toi sur le papier, quand tu es le pays organisateur, quand tu attends à ce que t'attends à ce que ton équipe ramène la CAN pour la première fois depuis 9 ans, parce que la Côte d'Ivoire n'a plus gagné la CAN depuis 2015, et bien forcément c'est décevant, surtout face à une équipe de Guinée équatoriale dite plus faible. Donc cette défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale, elle a sonné comme une humiliation, mais finalement tu te qualifies. Et quand tu te qualifies et que tu apprends que tu joues le Sénégal, évidemment c'est le choc des extrêmes, évidemment beaucoup de personnes ont à ce moment-là dit que la Côte d'Ivoire n'allait pas se qualifier, que ça allait être compliqué face à une équipe du Sénégal qui est sur un 9 sur 9, qui est tenante du titre, qui arrive vraiment à fond avec une profondeur de banc, une rigueur tactique, une organisation absolument irréprochable. Une équipe du Sénégal aussi, j'en avais parlé sur la chaîne, une équipe du Sénégal qui avait réussi à apprivoiser le continent africain et à devenir la référence principale du continent africain à l'international. Mais finalement, en CAN et puis dans ce genre de compétition, il n'y a pas de garantie. Et c'est vrai qu'en une semaine, la Côte d'Ivoire est passée d'une sélection humiliée, huée par ses propres supporters, à une sélection adulée parce qu'elle a réussi à se relever en sortant le favori. Et ça, évidemment, il faut le louer. Il faut aussi louer l'état d'esprit de cette équipe de Côte d'Ivoire qui a su se remobiliser. On a vu les phrases de Yannick Kessié, par exemple, qui a dit qu'il fallait se remobiliser et que tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir. Et c'est vrai qu'il avait raison. Et cette équipe de Côte d'Ivoire s'est parfaitement relancée en éliminant le Sénégal. Et évidemment que maintenant, c'est une nouvelle compétition qui commence. Et la Côte d'Ivoire, en une semaine, est passée d'une équipe qu'on ne voyait pas aller loin parce que tout le monde était démobilisé à une équipe qui est favorite et qui a pris un ascendant psychologique et sportif. Il y a évidemment eu l'imbroglio autour de Jean-Louis Gasset, puisque Jean-Louis Gasset a été licencié en pleine compétition. Ça s'est jamais vu vraiment dans l'histoire du football. Il faudra que je vois mes sources, il faudra que je vois l'histoire du football, mais je pense que ça n'est jamais arrivé qu'un sélectionneur se fasse virer en pleine compétition alors que son équipe est encore en lice. Mais c'est vrai que la fédération ivoirienne a dû voir que Jean-Louis Gasset a perdu les manettes de son vestiaire et qu'il fallait le remplacer tout de suite. Alors il y a eu évidemment cette histoire avec Hervé Renard. Moi, je n'y ai jamais cru. Maintenant, les médias l'ont dit. C'est vrai que Hervé Renard a lui aussi dit qu'il était déçu de ne pas pouvoir venir sur le banc de la Côte d'Ivoire. On sait qu'il a une histoire particulière avec le continent africain, mais spécialement avec la Côte d'Ivoire, avec laquelle il avait gagné la CAN en 2015. Mais c'est vrai que cette équipe de Côte d'Ivoire, cette fédération ivoirienne, avait fait des pieds et des mains pour faire venir Hervé Renard du côté de la Côte d'Ivoire pour un prêt. Mais Hervé Renard est sous contrat avec la fédération féminine de football. Il a des JO à préparer. Donc je voyais mal ce scénario se concrétiser. Mais quand on voit que la fédération ivoirienne a énormément poussé auprès de la fédération féminine de football, quand on voit qu'Hervé Renard était prêt à venir se faire prêter pour aller du côté de la Côte d'Ivoire et faire cette pige finalement qui aurait pu tourner court, parce que si Hervé Renard arrive sur le banc de la Côte d'Ivoire mais que la Côte d'Ivoire se
se fait éliminer face au Sénégal, eh ben, la virée, elle aurait été très courte. Donc c'est vrai que c'était assez invraisemblable. J'avais pas compris cette histoire autour de Hervé Renard, mais finalement il y a eu cet imbroglio. Finalement, il n'est pas venu. Ils ont préféré embaucher l'intérimaire l'adjoint de Jean-Louis Gasset comme intérimaire. Je vais y arriver. Donc c'est vrai que c'était la chose la plus raisonnable à faire, je pense, c'était de prendre un intérimaire, de prendre l'adjoint de Gasset qui connaît très bien le vestiaire, un local que les joueurs connaissent, plutôt que de faire venir Hervé Renard qui doit rapidement parler à ses joueurs, il n'a pas le temps de se préparer vraiment. Mais c'est vrai que c'est un imbroglio qui nous a tenus en haleine, c'est vrai que c'était assez excitant de suivre cette histoire, mais c'était une histoire qui était selon moi invraisemblable et infondée, même si on sait que Hervé Renard c'est un coach qui sait travailler dans l'urgence, qui connaît très bien le continent africain, qui connaît très bien la sélection ivoirienne, ça me paraissait quand même assez invraisemblable. Et c'est vrai aussi qu'en termes d'effectifs, cette équipe elle est absolument exceptionnelle, notamment sur le plan offensif où tu as quand même beaucoup d'armes, tu as des joueurs comme Boga, comme Kwame, comme Diakité, comme Nicolas Pepe, comme Bamba, Sébastien Haller, Jean-Philippe Crasso, donc c'est vrai que tu as vraiment des joueurs exceptionnels offensivement et c'est vrai que j'ai été assez déçu de voir que cette équipe ivoirienne ne proposait pas plus dans le jeu. Alors évidemment il y a cette frilosité, c'est vrai que quand tu reçois le tournoi, quand tu es le pays organisateur, quand tout le monde dit que tu es le favori, que tu n'as plus gagné la compétition depuis 9 ans alors que tu es un favori historique, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine pression qui s'empare de toi, mais j'aurais aimé que Gasset soit un peu plus ambitieux, un peu plus offensif et j'espère que l'intérimaire va vraiment souligner cet aspect-là auprès de ses joueurs, c'est l'aspect de jouer vraiment haut, de jouer offensif, d'essayer de déséquilibrer le bloc adverse, d'être beaucoup plus ambitieux dans le jeu. Et c'est vrai que c'est vraiment un boulot à faire. Il faut vraiment exploiter ce potentiel offensif à fond. Au milieu de terrain, tu as fait la bonne pioche et tu as fait le bon choix de mettre Jean-Michel Seri. C'est vrai que cette équipe avait aligné le milieu de terrain Sangaré, Kessié, Fofana. Ça n'a pas forcément marché, même si les trois joueurs sont très bons individuellement. Donc l'intérimaire a fait un choix fort en mettant Kessié sur le banc, en le faisant rentrer un peu plus tard. D'ailleurs, ça a payé puisqu'il a transformé son péno dans le match pour égaliser, puis il a aussi transformé son péno sur la séance de tir au but, mais il a fait rentrer Jean-Michel Seri, qu'on connaît très bien du côté de la France, puisqu'il a joué du côté de l'OGC Nice, mais c'est un super joueur, c'est un régista, c'est un joueur de ballon, c'est un gars qui t'apporte cette touche technique que Kessié n'a peut-être pas, mais c'est vrai qu'en sortie de banc, Kessié peut aussi être très intéressant, donc même au milieu de terrain, tu as réussi à mettre en place cette rotation avec un milieu de départ, Sangaré, Kessié, Fofana, qui n'avait pas forcément marché, mais en incorporant Jean-Michel Seri, tu as réussi à mettre Kessié sur le banc pour le faire rentrer ensuite et être décisif dans les moments importants parce qu'il sait très bien le faire parce qu'il a l'expérience. Donc c'est vrai qu'au milieu de terrain, tu as réussi à trouver la bonne rotation. Kosunu, le joueur de Leverkusen qui n'avait pas joué une minute depuis le début de la compétition, eh bien le choix fort ça a été de l'aligner et fait de constater qu'il a été absolument impressionnant et j'espère qu'il va continuer à jouer. Et quand tu arrives à mettre en place une charnière Kosunu Ndika 100% Bundesliga, donc des joueurs quand même de grande qualité qui jouent dans des grands clubs, et bien évidemment tu es paré pour aller très loin. Donc ces petits changements là, faire rentrer Seri, faire rentrer Kosunu, des joueurs qui n'avaient pas joué une minute depuis le début de la compétition, ce sont des choix forts qui sont propres au nouveau coach de la Côte d'Ivoire, qui vont évidemment forger son identité. C'est vrai qu'il n'a pas repris les idées de Gasset bêtement, il a vraiment voulu inculquer ses idées de jeu à son équipe et ses choix forts. Donc ça évidemment c'est très intéressant, surtout pour une sélection qui n'a plus gagné la CAN depuis 9 ans et qui même avant cette CAN avait connu énormément de désillusions avec la génération Drogba, avec la génération Kolo Touré, Yaya Touré. Donc c'est vrai que c'est une sélection qui est historiquement un loser du continent africain. On se rappelle de Zambie 2012, on se rappelle de ces innombrables échecs, on se rappelle aussi qu'ils ont raté les 2 dernières Coupes du Monde, qu'en 2014 ils avaient été sortis en poule face à la Grèce. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échecs autour de cette génération de Drogba Touré qui avait été très prometteuse. Et puis c'est vrai que depuis 2015 il y a une petite traversée du désert avec des joueurs qui ne veulent pas forcément venir en sélection, une stabilité qui n'a pas forcément été trouvée. En 2017 tu sors en poule, en 2019 tu sors en quart de finale contre l'Algérie, en 2021 tu sors en huitième de finale contre l'Égypte. Donc c'est une sélection qui n'a jamais réussi à trouver une continuité depuis 2015 parce que 2015 a aussi sonné avec la fin de cette fameuse génération et aujourd'hui il convient d'incorporer de nouveaux éléments pour trouver une nouvelle stabilité et j'espère que cette CAN va bien se terminer pour la Côte d'Ivoire et évidemment gagner la CAN à domicile ça relancerait clairement cette sélection ivoirienne sur le plan international, aussi sur le plan africain et ça pourrait faire en sorte que la Côte d'Ivoire aille plus loin dans le futur, notamment pour la Coupe du Monde 2026 par exemple, qui va évidemment être élargie à 48 et j'espère que la Côte d'Ivoire en fera partie parce qu'ils ont une super génération de joueurs, les Singo, les Adingra, il y a vraiment de la qualité dans cette équipe donc j'espère que ça va bien se passer pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.